bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Je remercie tout de suite à la technique Arnaud, évidemment, pour la réalisation de cette émission. Bonjour mon cher Arnaud. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bonjour. Nous avons évidemment nos bénévoles habituels qui sont bien présents au standard, les deux incontournables que sont Sylvie et Patrick, qui sont... Patrice, qu'est-ce que je raconte? J'ai dit quoi? J'ai dit Patrick. Patrice sont là. Et Patrice est là. Patrice et Sylvie sont là tous les deux. Donc vous n'hésitez pas à leur poser des questions, faire des remarques, des observations. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge ce matin. Ça va passer. Et donc vous pouvez aussi envoyer des courriels électroniques à Radio Courtoisie. Je ne manquerai pas, nous ne manquerons pas, avec Lara qui m'assiste aujourd'hui. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Voilà, avec Lara, donc nous n'hésiterons pas à poser les questions et faire les remarques que vous aurez pu écrire aussi par courriel électronique, sinon c'est le standard, je vous disais, à notre invité du jour. Le titre de cette émission: Retour de Russie avec, eh bien, vous le demandiez à corps et à cri. On disait, mais invitez Dimitri de Koshko. Et je disais, mais laissez-le rentrer de vacances. Enfin, de vacances, je ne sais pas s'il était en vacances. Voyage. De son voyage, j'ai plutôt dit. Quand il sera rentré de voyage. Voilà ce que j'avais dit précisément. Merci, Lara. Eh bien, il est de retour, Dimitri de Koshko, justement, de Russie. Et c'est le titre de cette émission, Retour de Russie. Bonjour, mon cher Dimitri. Bienvenue bonjour bienvenue à sur tous Radio et Courtoisie. bonjour aux auditeurs. Et ben voilà, vous étiez attendu, tant attendu que vous êtes là. Donc nous allons auparavant, quelques minutes peut-être, Lara, faire une très courte revue de presse. J'ai eu une pensée émue, comme je l'ai à chaque fois que je prends ma voiture d'ailleurs, pour circuler à Paris, où tout est fait pour bien me pourrir la vie le plus possible, faire en sorte que je n'y arrive pas en tant qu'automobiliste. J'ai eu une pensée émue pour Anne Hidalgo, dont j'ai appris qu'en fait, elle passait sa vie dans les avions. Bravo, hein, l'écologie, là, le trou dans la couche d'ozone, les gaz à effet de serre, le CO2. Bon, mais c'est Anne Hidalgo. Et puis, en classe business. C'est vrai que c'est plus facile quand on a un chauffeur avec sa voiture pour vous conduire dans Paris, quand vous sortez de Paris juste pour prendre votre avion. Les transports, Madame Hidalgo, c'est pénible. C'est pas pénible. Voilà, tout va bien. Hein. Mais non, c'est pénible. Elle le sait. Ouais. Sinon... Non, mais elle s'est évertuée durant ces deux mandats à la tête de la ville de Paris à rendre impossible un enfer routier pour les automobilistes. Et d'ailleurs, elle y a parfaitement réussi. Mais l'état des routes aussi, l'état des trottoirs. Dans le bois de Boulogne, par exemple. Moi, je parle du 16e, là, rien que l'état de la chaussée. Vous roulez comme sans arrêt. Voilà. La voiture doit stabiliser sans arrêt. L'état des trottoirs, les feuilles. Même le champion du monde, champion du monde de cyclisme durant les Jeux Olympiques de 2024 avait dit que les routes étaient... le champion du monde de contre-la-montre était impraticable. Il y a des nids de poules partout, Madame Hidalgo. Bon, il n'y a pas trop de trous d'air en classe business, j'espère, pour vos nombreux voyages, puisqu'elle part un peu partout. Elle fait comme Macron au niveau mondial. En fait, ça fait longtemps qu'elle n'est plus dans sa tête maire de Paris, comme Macron n'est plus président français. Il fait campagne au niveau européen, puisqu'il veut devenir président européen. Elle aussi. Alors, elle vise plusieurs choses. Pour la future fondation. Il y a la fondation Bloomberg, évidemment. Donc, il faut aller visiter des villes qui réunit cette fondation Bloomberg, des villes propres, évidemment, des villes intelligentes, dites smart city, excusez-moi pour l'anglicisme, mais c'est le terme qui est employé. Tout à 15 minutes. Voilà. Ou le Haut Commissariat aussi aux réfugiés, que vise aussi Madame Hidalgo. Donc il y a une campagne à faire. Donc ces gens, évidemment, se servent de tout ce qu'ils trouvent sur leur passage comme marchepied. Macron se sert de la France comme d'un marchepied pour l'Europe et pour le globalisme, le mondialisme. Et bravo aux Parisiens qui assurent en plus une belle garde-robe.
Oh bah ça, on va y venir. tailles. Oh là là. Bah écoutez, on va y venir. Garde-robe de luxe de d'Anne Hidalgo, donc déplacements internationaux au rythme de près de 90 voyages depuis 2020. On disait de Jean-Paul II qu'il était la Madone des aéroports. Je suis désolé pour tous ceux qui aimaient beaucoup Saint Jean-Paul II, mais alors là, Anne Hidalgo, il est battu à plat de couture, hein, oui. Jean-Paul II. C'est pas les mêmes moyens, Ouais. Ville de Paris et puis... Donc confortablement installée en classe affaires, expliquant qu'elle n'allait jamais en première classe. Alors j'imagine que la première classe, c'est pour classe les... affaires. Voilà. C'est pour les pouilleux. Oui, voilà. Ah non, pas la première classe. La classe affaires, c'est beaucoup mieux. Donc c'est Mediapart qui explique qu'elle aurait accumulé une vingtaine de voyages à l'étranger depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, déjà 20 voyages à l'étranger. Souvent hors Union européenne, elle part partout dans le monde. Presque sur tous les continents, la Pologne à 2 reprises, la Mauritanie en janvier, la Belgique et le Maroc en février, les États-Unis, l'Italie, le Vietnam même en avril, puis l'Espagne, la Belgique et le Kenya. Ah oui, c'est important pour le développement de la ville de Paris, le Kenya. Bon, en vente en Suisse en juin. Bah, vous auriez pu vous inspirer de la propreté, à mon avis, légendaire des Suisses quand on voit dans quel état de saleté vous laissez votre capitale, Madame Hidalgo. Mais elle n'est pas en campagne pour Paris. Elle s'en Nicolas. fout. Ah oui, Voilà. ça y est, c'est fini. C'est fini. Elle s'est même évertuée à ne pas avoir de dauphin, à tuer son dauphin. Enfin, c'est tout ce qu'on aime chez nos politiciens. Évidemment, elle a toutes les caractéristiques. C'est notre ami Pasco qui va écrire un livre prochainement sur les femmes et la politique, où il va montrer que la corruption des femmes. Les femmes en politique. Alors, lui, il y a toujours ce versant-là, oui. Les femmes en politique, c'est pas mieux que les hommes. Elle a dit même c'est pire. Il est allé jusqu'à dire que c'est pire. Jusqu'à dire que c'était pire. Bon. Mais il coécrit avec une femme, donc il a le droit de le dire. Le cabinet de la mer veille à ce que les hôtels réservés soient bon marché. Bon, certains billets quand même d'avion, 12 687 € pour Tokyo, 9 100 pour Buenos Aires, 5 693 pour Kigali. Voilà, bon, bah, tout va bien. Hein. Bon marché, ça. 84 200 € pour les frais de représentation entre 2020 et 2024. On va y venir à vos parures de luxe. C'est dans un autre article. Là, je suis en train de compulser celui de Valeurs Actuelles. Mais l'Express nous a fait un magnifique article aussi. Donc, la déontologie de la ville rappelait qu'elle ne voyageait pas, donc je vous disais, en première classe, en effet. Et lorsqu'elle règle elle-même ses billets, la mère préfère la seconde classe. Ah oui, alors quand c'est elle, par contre... Ah oui, là, non. Bon, quand c'est la ville de Paris, soyons fous, la classe affaires, mais pour elle, quand c'est elle qui paie, moi, je ne suis pas persuadé qu'elle paie souvent. Ce serait soi-disant la deuxième classe, la seconde classe. Peut-être parlons-nous du train. Beaucoup plus écologique que les avions et les longues distances, Madame Hidalgo, qui ne devrait pas ravir votre majorité plurielle écolo. Oh, j'imagine quand c'est le dingo. train, si c'est la seconde classe, ça doit être le wagon entier. Vous voyez Alors, 84 000, ça va vous faire rêver, Lara. 84 200 € pour sa garde-robe. Eh oui. Liée à ses fonctions. Oui, c'est Alors, uniquement pour les... Parmi les pièces les plus luxueuses figurent 2 robes Dior. La même taille au moins À 6 302 €. Elle a les bons fournisseurs, les mêmes que ceux que Brigitte, Macron. Oui. Peut-être y vont-elles ensemble aussi. Les maisons... Avec Madame Dati, qui sera peut-être la prochaine maire de Paris. Est-ce qu'elles y vont entre copines chez Dior, Place Vendôme à Paris? Mais Nicolas, ce qui m'étonne, c'est les autres marques qui ne portent pas plainte sur ce genre d'informations. Parce que c'est quand même une forme de réclame, de pub qui est faite aux frais de l'État et qui mettent en avant une marque et pas une autre. C'est pas normal. Moi, je trouve que les autres devraient se réunir et porter plainte contre... Alors, Madame Hidalgo, c'est beaucoup Dior et Burberry. Elle aime bien Burberry. Oui, le carreau. Le manteau à 3 067 €, la veste à plus de 1 000 €. À ces vêtements haut de gamme s'ajoutent des articles plus accessibles provenant de Gérard Darrel, Repetto, BHV. C'est très accessible, le Repetto. Peut-être même chez Shine. La paire de chaussures à 400 €, c'est très répressé. C'est très accessible. Vraiment, je vois parfaitement... La classe moyenne en profiter. Bien. Alors, attendez qu'on regarde encore. Il y a peut-être encore une ou deux petites informations croustillantes.
On va se concentrer uniquement sur Anne Hidalgo dans cette revue de presse, comme ça sera un peu... Mais notre public n'est pas que parisien. Oui, tout à fait. Mais je pense que tout le monde connaît Paris en France. Et même à l'étranger, puisque nous avons, c'est vrai, des auditeurs partout dans le monde. On s'en rend compte à chaque fois qu'on a des courriels ou des courriers même de nos auditeurs sur Radio Courtoisie, comme pour Géopolitique Profonde. Eh bien, nous aussi, mais on ne va pas les rencontrer en classe affaires. Mais ils sont aux quatre coins du monde, eux aussi, évidemment. Alors... oui, quand même, ce que je voulais dire, ça je connais bien le sujet d'ailleurs, pour l'avoir réglé pendant des années dans les établissements scolaires. Normalement, c'est pareil, il y a des régies, vous savez, donc vous êtes censé obtenir des autorisations pour des voyages, pour l'ensemble du transport. Ce sont les autorisations données dans un établissement public, c'est un conseil d'administration. Là, c'est le conseil de Paris qui doit normalement donner son autorisation pour le droit à voyager à titre exceptionnel après délibération. De fait, il y a des délibérations. Sauf que là, il n'y a pas de délibération. Madame Hidalgo ne demande et ne rend de compte à personne. C'est-à-dire, elle décide avec son cabinet d'aller là ou là, mais il n'y a jamais, même a posteriori, de validation. Il a fallu que la Cour des comptes lui demande un certain nombre de ses frais pour qu'on sache cela. Même le conseil municipal n'est pas au courant de ce que cette grande dame en grand équipage peut faire payer aux contribuables pour ses nombreux voyages, sans autorisation administrative. Ce qui pourrait lui valoir, d'ailleurs, d'avoir à rembourser. Mais d'avoir à rembourser. Madame Hidalgo, vous allez peut-être devoir rembourser l'ensemble de ses frais. Vous demanderez à votre ami Michael Blomberg, il en a les moyens. Vous savez, celui qui était aussi dans les réseaux Epstein, semble-t-il. Oui, qui s'intéressait d'excellente fréquentation. Très bien. Moi, si vous avez encore un commentaire, moi, je Madame dis ce que Hidalgo, cri de cœur, l'état de nos trottoirs à Paris, s'il vous plaît, les vieilles dames qui marchent sur les feuilles glissantes, là, il pleut pas, donc ça vous sauve peut-être de quelques bras cassés, quelques fémurs, mais il faut s'y prendre, faut s'intéresser à ce sujet-là, du terre-à-terre. Mais non, mais elle est dans les airs, de haut. Vous savez, c'est ce photographe qui disait, mais quand on voyage, il n'y a pas de frontières. Oui. C'est cette hyper-classe mondialiste. Oui. Tout en haut, en avion. Il n'y a pas de frontières. Ça, c'est au plancher des vaches, bande de gueux, vous avez les frontières partout. C'est les nomades libres, dit Jacques Attali. Jacques Attali, Dimitri Koshko, voilà, les nomades libres. Les 500 millions, et 1 milliard pour les servir, et les 7 milliards de gueux. Et 7 milliards de gueux, dont on se demande si on en a vraiment besoin. Hariri disait il va falloir leur faire écouter de la musique et les droguer. Ils se battront ensemble pour essayer de manger. C'est ce qu'a expliqué M. Jacques Attali il y a une vingtaine d'années. Ouais. Mais maintenant, ça devient présent. Et à l'époque, on s'est dit, il rêve. Une cauchemarde. Non. Non, pour lui, oui, pour nous, c'était un cauchemar. C'était un rêve. Oui, nous, on sera dans les 7 milliards. C'est embêtant. Bien, je vais poser une colle, on va voir la vitesse de réactivité d'Arnaud si je lui demande... La musique du grand angle. La musique du grand angle, est-ce qu'il va pouvoir nous la servir? Il dit oui, c'est un grand professionnel. Oui, Nicolas, c'est un grand professionnel. Assurément. Arnaud. Donc Arnaud va nous trouver ça très très vite. Et voilà. Il est de retour de Russie, d'un long voyage en Russie, et vous l'attendiez parce que ça fait fort longtemps qu'il n'est pas venu sur Radio Courtoisie, en tout cas dans l'un de mes libres journaux. C'est Dimitri Koshko, donc on vous a déjà salué, Dimitri. Vous êtes revenu donc de plusieurs semaines, c'est ça, en Russie? Russie. 3 semaines, disons. 3 semaines. Vous étiez à Moscou principalement? Oui. Non, j'étais que à Moscou. Vous n'étiez qu'à Moscou. Oui. Alors, à Moscou, ou comme partout en Russie, Jean-Noël Barrot nous disait encore dernièrement que c'était la catastrophe. Des kilomètres de file d'attente pour pouvoir prendre 1 litre d'essence. Une hyperinflation, rien dans les magasins. C'est la pire époque soviétique. L'économie russe est à genoux, elle est au bout du rouleau, à bout de souffle. Est-ce que vous nous confirmez tout ça ? Je me demande comment des officiels peuvent dire des trucs pareils. Parce que, en plus, il y a une ambassade de France à Moscou. En plus, c'est qu'un ambassadeur qui fait de son mieux, vraiment. Mais, bon, je comprends pas, moi.
qu'il laisse au moins sa presse faire ce genre de choses. Enfin, bon, c'est pas à nous de juger. Moi, je fais pas de politique, donc je sais pas. Ouais. Mais bon, il n'empêche que, bien sûr que, bon, c'est totalement absurde. Alors bon, maintenant, si on veut examiner les choses sérieusement, oui, les prix ont augmenté. Je sais pas si c'est autant qu'ici, mais ils ont augmenté. Ils ont augmenté. Alors, pas l'énergie, en revanche. Si, l'essence a un peu augmenté, c'est vrai. L'essence a augmenté. Mais ça va, on trouve de l'essence. Parce qu'à les écouter, il n'y a plus... Les drones ukrainiens détruiraient toutes les raffineries de pétrole. Il n'y aurait plus d'essence en Russie. Non, mais... Bon, je vous dis, oui, il y a eu une augmentation du prix de l'essence, ça c'est vrai. Mais les pompes fonctionnent comme d'habitude et il n'y a pas de problème. Par rapport à, en plus, quelqu'un qui a connu l'époque soviétique, parce qu'il se trouve que moi je l'ai connu, il n'y a rien de comparable, mais rien. Je suis même surpris qu'ils aient besoin d'essence. Jean-Noël Barrot, les Russes, on sait bien qu'ils sont en charrette, ils sont à dos d'âne. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a un effort considérable. Moi, je trouve même excessif pour Moscou, mais bon, ça c'est mon avis esthétique. Parce que il y a trop d'autoroutes maintenant, il y a trop de boulevards périphériques. Il y a au moins 4 rocades. C'est complètement délirant, quoi. Alors bon, c'est vrai que c'est des bouchons, je crois. Hein, c'est des bouchons sans arrêt. Enfin, non, pas sans arrêt, mais il y a des heures. Comme dans toutes les grandes capitales. De toute façon, vous cherchez ça sur votre navigateur. Alors, il y a un problème dans le centre de Moscou, et là, les taxis, ils en souffrent parce que souvent, les taxis sont des gens qui viennent d'Asie centrale, les conducteurs de taxi, bien que maintenant, il y a plus de Russes. Enfin, de Russes ou de Slaves, disons. Il y a beaucoup d'Ukrainiens là-dedans aussi. Oui. Donc, c'est que les navigateurs sont brouillés dans le centre-ville pour justement que les drones ne puissent pas se retrouver. Bien sûr. Alors ça a des conséquences, je vous dis, au niveau des taxis. Parce que vous appelez sur votre téléphone, vous savez, le taxi. Bien sûr, oui. Et, oui. En général, ça met 3-4 minutes. Quand j'y étais au mois de mai, oui, tout à fait. Ça n'a pas changé, là, de ce point de vue-là. Donc, du coup... quelquefois, il y a des petits problèmes pour se retrouver avec le conducteur. Évidemment. Bon, voilà, ça, c'est le genre de choses qu'effectivement... Et eux, ils ont un peu de mal, ils se perdent quand ils connaissent pas bien Moscou. Mais ça concerne surtout le centre de Moscou, ou bien des endroits sans doute stratégiques, avec, je sais pas moi, ou un atelier, ou peut-être un dépôt de carburant, quelque chose comme ça. Je crois qu'ils ont de nouvelles messageries aussi, parce que les messageries qu'on connaît bien et avec lesquelles on les contactait souvent, que ce soit WhatsApp Telegram, Telegram. Voilà, elles sont réduites aujourd'hui. Alors, elles sont réduites simplement, on ne peut pas se téléphoner directement. D'accord. On ne peut pas se parler, mais on peut s'écrire et on peut envoyer des messages oraux, on peut envoyer des photos, on peut envoyer tout ça. En plus, ça dépend des régions. Mais par exemple, sur Moscou, WhatsApp... sauf maintenant, il paraît que dans certains quartiers, on arrive à nouveau à téléphoner. Telegram, on n'entend rien, ou alors c'est complètement brouillé, la voix est déformée. Mais vous pouvez prendre d'autres messageries. Et quelle en est la raison ? Alors la raison qu'ils invoquent, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est un peu vrai quand même, notamment pour WhatsApp. C'est qu'il y a eu énormément d'escroqueries, notamment visant des personnes retraitées. En essayant de leur arracher le numéro de téléphone. C'est un peu ce que font les escrocs ici aussi. Bah oui, complètement. Pour essayer d'arracher le numéro de téléphone, le numéro de carte bleue, des choses comme ça. On a connu ça. Voilà, exactement. On y a échappé de peu. Et il y a beaucoup de gens âgés qui ont marché dans la combine, parce qu'ils se présentent bien. Hein. Ah, non, ils disent comme s'ils se téléphonaient de la banque. Oui, parce qu'ils arrivent à faire afficher le numéro de votre conseiller bancaire. Absolument. Donc c'était très bien joué. Et il y a plein de gens qui ont payé. Et il se trouve qu'il y a pas mal d'argent qui a été recruté. Alors, évidemment, les bandits ukrainiens là, qui pratiquent ça le font pour eux-mêmes, mais aussi ils le font pour alimenter les caisses de l'armée kievo-otanienne. Donc, donc, c'était des raisons de défense, disons. Alors, est-ce que c'est des raisons invoquées ou est-ce que c'est des vraies raisons ? Je ne peux pas trop dire. Mais qu'il y ait eu beaucoup d'escroqueries, ça c'est vrai. Moi, j'ai des témoignages de gens qui se sont fait escroquer. Et apparemment assez habilement, hein, parce que c'est pas des gens naïfs qui se sont fait avoir. Et on reçoit des coups de fil comme ça là-bas, c'est vrai, oui. Mais je vous dis, ici aussi, moi j'en reçois, hein, je dois dire que j'en ai reçu plusieurs. Hein. Alors maintenant, ça prévient, attention, risque de spam, tout ça, le téléphone. Bon, mais on se fait avoir comme ça. Alors eux, ils ont coupé ces messageries-là. Ils ont créé une nouvelle messagerie qui s'appelle
Alors, ça s'écrit M-A-X. Donc, ça se prononce Max en français ou en anglais. Mais en russe, ça devrait se prononcer Mach. Mach. Ce qui est ce qui pourrait être une allusion, ce que j'ai pensé, moi, tout d'abord, parce que Mach, c'est aussi la vitesse du son. Ah, Mach. Vous voyez avec Mach, oui, Mach. Voilà, Mach. Oui. Ça serait une bonne allusion au missile hypersonique. Ah bah là, c'est Mach 12, Mach 15. Moi, je pensais que ça serait ça. Eh ben non, ils ont appelé ça Max. Parce qu'il faut bien dire, ça c'est un des aspects, l'aspect culturel de la sous-culture américaine, anglo-saxonne, est omniprésent quand même. Enfin, il s'est un peu réduit. Il s'est un peu réduit. Ah oui. Il s'est un peu réduit par rapport à il y a un an encore. Qu'est-ce qu'ils lui ont substitué alors c'est des trucs russes ou bien ou d'autres musiques de la Russie. Ça, notamment, on l'entend. On peut s'en rendre compte dans deux choses. C'est les taxis. Et avant, c'était tout le temps de la musique de prison, enfin de supermarché. Là, vous savez, la guimauve qui finit pas, où il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Et puis il y avait. Et puis les cafés, les magasins, alors ils ont la sale manie de faire jouer leur musique en permanence. Là, moi je trouve ça insupportable, mais bon, la majorité des clients, paraît-il, aiment ça. Bon, Et là aussi, avant c'était systématiquement de l'anglo-saxon. Maintenant, non. Maintenant, il y a des deux. Ça se partage. Et puis quelquefois, c'est que du russe. Enfin, c'est que de la musique ou de la Russie. Enfin, il peut y avoir des chants caucasiens, des choses comme ça. Et de la musique extrême orientale aussi. Un peu donc aussi. Ça débute. Oui. Non, ça bouge un peu de ce point de vue-là. Le tourisme chinois, il est quand même très développé. Ah oui. Parce que là, le tourisme, évidemment, il est tombé avec les Européens qui viennent plus. Les sanctions. Mais encore qu'il y a du monde qui vient quand même. Oui. Et puis. Mais alors, les Chinois, il y en a partout. Ah oui. C'est à Moscou, Puis ils ont de la réserve, là. Ah, ça oui. Oui. Bon, je dirais, alors au niveau, effectivement, alors au niveau des produits, etc., ma foi, non, c'est comme avant. Peut-être même, il y a même peut-être encore plus de produits occidentaux, parce que ils ont trouvé des voies pour arriver à en faire, pour s'approvisionner. Parce ça a un peu faibli juste après le début de l'opération spéciale. Mais dans l'ensemble... Et puis regardez au centre de Moscou, regardez simplement les devantures des magasins. C'est comme avant, quoi. Voilà. Donc on n'a pas l'impression d'un pays au bout du rouleau, épuisé par une guerre qui éreinterait la Russie. S'il avait lu les télégrammes de son ambassade, il aurait peut-être pu parler des conséquences, effectivement. Parce que là aussi, j'ai constaté, en tout cas, des petits changements quand même sur les guerres. C'est que il y a encore un an, là j'avais été un an, moi, la guerre était quasiment absente, si vous voulez. On était à l'arrière, comme dans les pires caricatures de 14-18, quoi. C'est-à-dire que, les boîtes de nuit fonctionnent, tout va bien, le resto, la vie continue complètement. Alors, il y a des gens et même les jeunes qui s'engagent, parce qu'il y en a beaucoup qui s'engagent, parce que les conditions sont très bonnes, il faut bien dire. Et notamment, évidemment, en province, ça marche bien, et notamment dans les régions le recrutement les plus pauvres. Plus qu'à Paris, plus qu'à Moscou. Il y en a beaucoup. En fait, il y a quand même pas mal de gens de Moscou. Qui s'engagent. D'après Sobyanin, Sobyanin, c'est le maire de Moscou, qui a publié des statistiques. Il semblerait qu'il y a quand même pas mal de gens de Moscou. Alors ça peut être des moscovites ou ça peut être des gens qui habitent à Moscou sans être complètement enregistrés à Moscou ou sans être officiellement à Moscou, parce qu'il y a quand même des gens qui viennent de province qui s'installent à Moscou, notamment parmi la jeunesse, ou bien évidemment tous les gens qui viennent des pays d'Asie centrale notamment. Ou bien de Moldavie ou d'Ukraine d'ailleurs. Alors il n'aurait pas venu jusqu'aux oreilles les informations venant d'Ukraine reprises par les Européens et les Français en particulier, comme quoi évidemment il y a des dizaines de milliers de morts toutes les semaines russes, annoncées d'ailleurs par les Tchéviens. Maintenant ils éditent, ils n'émettent plus en Russie même, ils émettent à partir des pays baltes, mais il y a des radios donc pro-otaniennes et qui sont financées par les Anglais essentiellement et les Américains, les USA, même si c'est dissous logiquement, mais enfin il y a eu encore qui ont effectivement des bulletins d'information
Vous avez dû entendre parler, la Médusa et des choses comme ça. Oui, oui. Bon, voilà. Ces trucs-là, on faisait... Alors, Médusa a des infos qui sont pas inintéressantes des fois. Hein. Notamment, c'est eux qui font un décompte du nombre de morts russes. Parce qu'il y a évidemment aucune information officielle. Non. Et eux font un décompte, c'est-à-dire qu'ils se font communiquer, ils se font communiquer toutes les cérémonies locales d'enterrement. Et ils essaient de faire une comptabilité comme ça. Alors, ils arrivent à un chiffre d'environ 220 000 morts russes depuis le début de l'opération spéciale. Ce qui est beaucoup. Non, même avant. Puisqu'ils comptent dedans, ils comptent les gens de Donetsk. Du Donbass, plusieurs dizaines de milliers même de morts. Donc, était au moins 14 000, 14 000 morts entre 2014 et l'opération spéciale, 2022. Donc, si on y ajoute ça, on est à 220 000 morts. D'après Médusa, attention, moi je ne confirme pas, hein, mais ça donne un point de référence. Et ça donne un point de référence comme du côté ukrainien, on donne entre 800 000 et plus d'1 million de morts. Oui. En plus, on y rajoute des blessés. Hein. Et les blessés, en général, on multiplie par 3. Bon, là, il semblerait que c'est moins, mais c'est énorme. Oui, et ce que je ne comprends pas, là, vraiment, que nous, Européens de l'Ouest, on ne comprenne pas qu'on est en train de se tuer nous-mêmes. Alors, ce qu'on comprend, c'est que nos affaires soient totalement larguées à cause de la politique qu'on mène, nos entreprises qui étaient très, 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 très performantes, notamment Renault, par exemple. Total, heureusement, ils ont pu se conserver grâce au fait qu'ils aient des actionnaires américains. C'est le comble. Enfin bref, c'est comme ça. On a pu sauver les meubles de certaines choses, mais regardez Auchan, Leroy Merlin, c'était les boîtes, mais phares complètement en Russie, ça marchait du feu de Dieu. C'était vraiment... tout ça est fichu. Renault, je ne sais pas s'ils arriveront à rentrer dans leur... à récupérer leurs biens, puisque c'était pour 5 ans. Pour 5 ans, ils ont vendu pour 1 euro. Et logiquement, avec droit de reprise dans 5 ans. 5 ans, ils vont s'écouler, là. Ça va être maintenant. Donc, ils ont intérêt à... Le fait que nous payons le gaz et l'électricité au prix auquel on les paye, l'électricité, c'est aussi dû à la politique judicieuse de nos gouvernants au niveau de l'Europe. De l'Union européenne, du marché européen de l'énergie. Ouais. Absolument, ça, c'est la catastrophe totale. Bon, le gaz, on sait ce qu'on sait. Hein. Mais disons qu'en plus de ça, ce million de morts ukrainiens et ces 200 000 morts russes, ce sont des Européens. Notre poids, à nous, Européens, dans le monde, on est en train de le diminuer, mais même démographiquement. On se massacre au sens littéral du terme. Et ça, de ce point de vue-là... Preuve que Bruxelles ne défend même pas les intérêts de l'Europe. On pourrait dire, ils ne défendent pas les intérêts des nations, ils défendent l'intérêt de l'Europe, mais même pas. Ils n'en ont absolument pas conscience. Je pense qu'ils ne pensent que à leurs intérêts de caste totalement au-dessus de la mêlée. Hyperclasse mondiale. Oui. Absolument. Enfin, oui, c'est une caste. La caste, oui, le clan. Oui, la caste. Alors, de ce point de vue-là, en revanche, il y a une déception russe. Faut là... que moi j'ai perçu, parce que au niveau des interventions, notamment dans les rencontres, les séminaires, les conférences, c'est que avant on avait un peu tendance à être dans le c'est une mauvaise période à passer, après tout va redevenir comme avant. Ça, c'est un peu fini. Non, visiblement, les Européens de l'Ouest ne veulent pas de nous. Ils mènent une politique suicidaire. C'est un peu ce qu'a dit Mme Zakharova, mais elle a raison. Elle a transmis là une opinion qui existe. Oui. On est européens. Alors évidemment, les gens ont toujours le désir d'Europe, bien sûr, puisqu'ils le sont. Et ils se sentent plus à l'aise en se tournant vers l'Europe que vers la Chine. Que par ailleurs... ils ont redécouvert aussi leurs pays... en fait alliés, qui ne demandaient qu'à être alliés, et que la Russie des années 90 a totalement méprisé. C'est notamment un éditeur de manuels scolaires de langue russe qui m'en a parlé. Il dit, voilà des régions, là du coup, comme on ne peut plus aller sur l'Europe occidentale, où ils avaient leur marché pour la langue russe, pour l'étude de la langue russe et tout ça, pour des stages de russe aussi, qui étaient les meilleurs de Saint-Pétersbourg. Eh bien, il dit, là, on s'est tourné vers l'Asie centrale, vers le Vietnam, vers Singapour, ils sont bons clients, et vers la Chine.
Il dit, mais... Et puis alors, c'est un boom, hein, en Chine, qui apprennent le russe. Le russe. Ah oui, alors là, ils ont des réserves. Hein. Et il dit, sous ces gens-là, on les avait délaissés. Bah oui. On les avait totalement délaissés. Ouais, bah oui, oui. Et là, c'est bien. Alors, ils sont au niveau du chiffre d'affaires, ça n'a pas encore rattrapé les marchés européens. Hein. Mais au niveau de la masse, si vous voulez, ça existe. Et moi, je pense qu'au niveau de l'effet culturel et politique, ça aura un effet. Ça, c'est clair. Bah, évidemment. Parce que les gens d'Asie centrale, moi, j'avais été un peu, hein, notamment au Kyrgyzstan, au Kazakhstan, ils se plaignaient du fait que les Russes ne s'occupaient pas d'eux. Alors qu'eux-mêmes étaient russophones, défendaient le russe, etc. Et ils étaient finalement un peu abandonnés à eux-mêmes, alors que de l'autre côté, les Turcs et les Américains, évidemment, faisaient des gros efforts, notamment de bourses, d'enseignement, etc. Dans le sud du Kazakhstan, dans une ville qui s'appelle Turkestan, il y a une énorme université turque. C'est des langues turques, hein, attention. Hein. Donc, ils jouent là-dessus. Et ils forment des gens, et c'est une université ultra-moderne qui est très très bien fichue. Hein. Et alors, ils sont déçus, profondément déçus par le comportement des Français, sachant qu'on est en pointe dans le combat anti-russe. La russophobie ne s'est jamais aussi bien portée, si j'ose dire, qu'en France aujourd'hui. Avec un président très au niveau des dirigeants et au niveau de la presse, heureusement, la population pas trop. 60%. Mais elle commence à être influencée. 60% des Français considèrent la Russie comme une menace. Bon, on pense qu'on veut des sondages. Hein, mais là, je ne suis pas vraiment sûr de ça, parce que c'est absurde, quoi. ça repose sur rien. Alors ça c'est sûr. Sauf que quand on écoute toute la journée BFM, LCI et puis TF1... C'est vrai. Bien sûr, non, ça arrive à vous rendre zombie, c'est sûr. Maintenant, bon, moi, quand même, j'ai espoir que... Mais ça marche, bien sûr que ça marche. Maintenant, à la limite, là, je dirais, malheureusement, la France n'est pas très prise au sérieux. Donc ça... Je ne vois pas comment on pourrait l'être, d'ailleurs. Bon. Les excitations de dirigeants que vous avez cités tout à l'heure, par exemple. Les coups de menton, les Jean-Noël Barrot... Franchement, c'est pas très pris au sérieux. Ils aiment bien citer Macron, hein. Ah oui. Mais mais ils le citent aussi de tous les points de vue, donc c'est pas forcément, ça contribue pas à prendre au sérieux la France, quoi. D'accord. C'est un peu embêtant, mais c'est très embêtant pour nous. Et je dirais, à la limite, tant mieux. Hein. Oui et non. Vu les bêtises qu'on peut raconter. Oui, non, bien sûr, mais il n'empêche que bon, c'est dommage quand même. La francophonie, en revanche, heureusement, elle est portée par les Africains. Heureusement. Là, des conférences auxquelles j'ai pu assister, etc., la traduction française, c'était dû aux Africains. Oui. C'était grâce aux Africains qu'elle était là. Les universités, le français est maintenu grâce aux Africains. RT, donc, qui est censuré chez nous. Oui. Mais en Afrique, bien sûr, en Afrique francophone. Truc, Spoutnik, oui. Qui est censuré aussi. Oui. C'est... toute l'Europe. Ça, ils ont des services en français qui fonctionnent bien grâce aux Africains. Ils ont... Et donc, bon, voilà, disons que la francophonie est sauvée grâce aux Africains. Et en plus, les Africains s'y tiennent. Hein. Apparemment, ils préfèrent quand même. Bon, on va voir au niveau des générations comment ça va changer ou pas. Et je pense que là, malgré des efforts comme le fait de mettre le Rwanda, qui a donc interdit le français dans les établissements scolaires à l'agence francophone, ce qui était un grand effort de la part, malheureusement, des autorités françaises, le reste de l'Afrique va quand même se maintenir dans une francophonie qui est quand même héritière de Senghor et qui est quand même un élément important d'une cohésion entre pays d'Afrique, quoi. Donc je pense que pour l'instant ils vont pas passer à l'anglais, je pense pas. On va voir, mais en tout cas on a intérêt, là aussi on a intérêt à changer de politique, quoi. C'est évident. Bon, moi j'insiste auprès des Russes, je leur dis, mais parce qu'ils font un sommet russo-africain, hein, tous les 2 ans. Oui. Et j'avais constaté que c'était en anglais et en russe. Alors, mais ils viennent plus facilement en Russie aujourd'hui qu'en France. Hein. Moi j'avais hurlé en disant il faut que vous fassiez en français quand même. Bon, j'ai essayé de le transmettre à qui de droit, mais alors je ne sais pas si ça sera passé ou pas, alors là franchement. Mais en tout cas on essaie de défendre comme ça. Les profs, on essaie de les soutenir. Il y a 2 facs à Moscou qui font du français.
moi, j'encourage les gens, s'ils ont des contacts, continuer et puis quelquefois échanger. On peut le faire par visio. Hein. On peut échanger avec eux pour parler avec les étudiants en français, pour qu'ils voient quand même... Alors bon, je vous dis, encore une fois, il y a une perspective du côté africain, mais elle n'est pas forcément la seule motivation pour des étudiants qui sont, encore une fois, des Européens et qui veulent parler aux autres Européens aussi, quoi. Voilà, je dirais que ça. Alors, pour ce qui est de le danger d'invasion, vous dites là, les 60% qui ont peur de l'invasion. Alors là, français, oui. Français, oui, oui. Qui ont alors, peur là de aussi, Poutine. Oui. Alors, c'est d'autant plus absurde que là, aujourd'hui, ça, on passe sur la situation sur le front. Parce que ça concerne ça, justement. Allons-y. Eh bien, ce qu'on constate, et là, moi, je trouve que c'est plus fort que les autres années, ou alors j'en avais moins conscience, ou on m'en avait moins parlé, j'ai moins eu de sources pour ça. Là, il y a un manque d'hommes. Où? Sur le front. Pour les Russes. Les Russes aussi. Pour les Russes aussi. Malgré Ils ne veulent pas... Mais non, mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas mobiliser. Oui. Et alors, il y a les gens qui, effectivement, sont sous contrat. Mais bon, et la source se tarit un peu au bout d'un moment. Et puis, il y a de plus en plus de territoires. Donc, il faut de plus en plus d'hommes pour les défendre. Oui. Et ça explique notamment pourquoi ils ne veulent pas conquérir trop de territoires trop vite. Ils sont incapables de les administrer. Parce que les soldats, c'est bien encore. Bon, là, c'est les corps d'élite, les corps de combat. Mais c'est que derrière, il faut une administration. Oui. Et ça, le chômage en Russie, il est à moins de 1%. Oui, mais vous avez un manque de main-d'œuvre absolument criant. Oui, donc, d'où les tensions inflationnistes. Et ça... Ah non, ça c'est un peu autre chose. Les tensions inflationnistes, elles sont aussi dues au fait que, bon, le rouble a un petit peu vacillé. Enfin, pas vacillé, mais en ce moment, il est haut. Hein, il est à 93 au niveau, je crois. Non, mais quand vous avez une économie de guerre, vous avez des tensions, et les tensions sur le marché du travail créent de l'inflation. Le problème, c'est que ce n'est pas une économie de guerre. Là où je dirais pourquoi les Occidentaux parlent, parce que ça fait déjà un moment que la propagande occidentale parle de crise économique. Moi, au début, quand j'entendais ça, je me disais, mais pourquoi ils parlent de ça? C'est ridicule. Il y a aucun signe de crise économique en Russie. Il y a aucun signe. Il y a bien une tension sur le marché du travail. Nous, on est en récession. Ah bah oui. Nous, on est en récession. Attendez, il y a d'autres tensions encore. Bon, on reviendra au front tout à l'heure, mais regardez, il y a des tensions. Non, au niveau économique, il y a un vrai sabotage. Ça, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Il y a eu, n'oubliez pas, la politique de la Banque centrale, la politique du taux directeur à 21%. Alors là, Poutine s'en est mêlé, apparemment. Et ça, normalement, ça réduit l'inflation, ça limite l'inflation. C'est ce qu'il veut. Oui, ça, c'est le prétexte. Oui, sauf qu'il y a des entreprises qui n'arrivent plus à avoir de crédit, qui se retrouvent avec des stocks, notamment des entreprises d'ailleurs chinoises, qui se retrouvent avec des stocks, qui n'arrivent pas à les vendre, notamment au niveau des moyens de production, parce que les boîtes n'arrivent pas à emprunter suffisamment pour pouvoir renouveler leurs investissements. Y compris, ça a commencé à toucher des boîtes qui travaillent pour la défense. Et c'est là apparemment, Poutine a quand même bougé. Oui. Parce que pendant très longtemps, on lui reprochait ça. Hein. Il y avait au niveau de la Douma. Hein. Il y a eu le forum économique de Saint-Pétersbourg, où semble-t-il. Oui, il y a eu des gens qui sont intervenus en disant ça suffit. Oui. Nabioulina, elle s'appelle, hein, la gouverneuse, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, de la Banque centrale, qui a fait ses études aux États-Unis, qui est totalement américaine dans ses procédés. Qui est appréciée d'ailleurs par les acteurs du marché. Je crois qu'elle n'a pas de sanctions d'ailleurs. Elle n'a pas de sanctions sanctions comme par hasard. Eh bien, cette dame-là, effectivement, arrive à imposer ces taux directeurs absolument prohibitifs pour les entreprises, alors qu'elles étaient... Alors, il faut refroidir l'économie. Pour une économie de guerre, refroidir l'économie, vous avouerez que c'est un peu bizarre, non? D'autre part, elle limite la masse monétaire. Or, les salaires augmentent puisqu'il n'y a pas de chômage et puisqu'il y a quand même tous les gens qui sont sous contrat pour l'armée. Donc, il y a des dépenses supplémentaires. C'est-à-dire que l'inflation, elle est quand même très effacée au niveau quotidien par l'élévation du niveau de vie, qui, lui, est très sensible aussi, hein. Il y a une élévation du niveau de vie et c'est de ce point de vue-là, ça donne une atmosphère dans le pays, à la limite, qui est moins tendue qu'ici, paradoxalement. Mais ça, on va y revenir, mais vous étiez sur le manque d'hommes sur le front. Hein. Alors, sur le manque d'hommes sur le front, incontestablement, il y a un manque d'hommes. Ils ne veulent pas mobiliser.
Ils ont un problème pour les administrations des territoires libérés et ils ont un problème et même pour le combat. Donc Alors, si pour demain le combat ils prenaient Odessa, ils ne pourraient pas l'administrer. Ils auraient du mal. Enfin, il faudra qu'ils s'appuient sur les Odessites. Mais l'ennui, c'est que les Odessites, ils ont pris... D'abord, les Odessites, ils ont une tradition. C'était quand même... C'est le Marseille de la Russie. Hein. C'est cosmopolite. Il y a un cosmopolite et puis il y a une tradition de banditisme et de contrebande et autres. Ça, c'est un peu parallèle, quoi. D'accord. Bon, ça, c'est traditionnel. Mais en plus, avec l'Ukraine, ils ont pris des mauvaises habitudes en 30 ans, là, ou un peu plus. Quand même. Hein. En matière de corruption ? Mais oui, bien sûr, pour tout. Parce qu'à écouter les Ukrainiens, la corruption, c'est hérité de l'époque soviétique. Ils l'ont dit encore dernièrement. Ils ont expliqué la corruption en disant c'est de la faute du Kremlin. Ah, mais les Ukrainiens étaient d'excellents élèves du système soviétique, hein, quand même. Hein. Les meilleurs ils ont appliqué. Puis n'oubliez pas que c'était eux qui étaient carrément les plus influents dans le bureau politique et la continuité centrale au niveau soviétique. N'oubliez pas ça, quand même. Hein. Ils n'étaient pas maltraités du temps de l'URSS, loin de là. Donc voilà, oui, il y a des manques. Alors, il y a des changements de tactique aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, vous avez peut-être vu sur les images, même celles véhiculées par la presse de grand chemin ici. Avant, ils avaient des bandeaux sur les bras, les soldats. Les Ukrainiens, ils avaient des bandeaux bleus ou jaunes, et les Russes avaient des bandeaux rouges ou blancs. Ou blancs. Eh bien, ils les ont plus. Pourquoi ? C'est la question que j'ai posée, moi. On m'a dit, parce que maintenant... Ils n'attaquent pas par grandes vagues. Ah, bah ça oui. Ils n'attaquent que par petits groupes. Alors c'est 2. Et le problème des drones aussi. Et alors donc ils se connaissent tous. Donc ils sont censés se connaître. Et donc ceux qui sont pas et qui ont les mêmes uniformes, qui parlent la même langue, qui ont les mêmes injures, parce que là ça y va aussi. Hein. Évidemment, allez vous reconnaître. C'est-à-dire que les aspects guerre civile sont encore plus violents parce que, par exemple, on m'a dit à Pokrovsk, là, la bataille qui est actuellement, enfin qui est en train de se terminer, mais bon, eh bien, les troupes se mélangent. Et des fois, il y a des Ukrainiens qui se mélangent avec des Russes. Et puis, alors, il y a ceux qui sont fanatiques, qui se mettent à tirer sur les Russes, alors que les autres qui se retournent, et les autres peut-être qui deviennent... Il y a eu des éléments comme ça. Ouais, c'est ça. Il y en a d'autres, en revanche, qui se rendent, justement. Mais bon, mais ça donne ça. Ça, c'est des nouveaux phénomènes, quand même, hein. Et puis, c'est pour ça aussi que ça progresse relativement lentement, mais c'est pour économiser les hommes. Alors ça, c'est ce qu'on dit depuis un certain temps déjà, oui. Et puis le côté guerre d'attrition, pour vider de sa substance. Évidemment, du coup, il faut une guerre d'attrition, puisqu'ils ne veulent pas faire une guerre territoriale. Et puis, c'est pas le but. C'est pas le but, la guerre territoriale, c'est pas le but. Ils sont vu l'immensité du territoire russe. Mais vous vous rendez compte, là, tous les territoires libérés, que ce soit, bon, déjà, la Crimée, ça leur a coûté un bras, hein, quand même. Regardez l'Allemagne, quand ils ont fait la réunification. Ben là, c'est pareil, la réunification avec la Crimée. Ils ont construit un aéroport, des routes, le pont. Et là, pour le Donbass, vous imaginez. Le Donbass, c'est pareil. Ils ont reconstruit Mariupol. C'est une ville moderne. Mais tout ça, alors évidemment, c'est totalement reconstruit Mariupol ou pas totalement, non. Mais ils ont mais il y a des beaux quartiers, hein. Les gens, ils ont l'air d'être contents. Hein. Non, ça a été fait. Non, mais il y a du fric qui a été mis là-dedans. Ouais. C'est évident que c'est pour des raisons politiques, évidemment. Mais c'est très difficile aussi à contrôler. En plus, parmi les troupes, il faut aussi contrôler les troupes, comme quelquefois. Vous avez eu des débordements, par exemple, dans une partie avec des troupes tchétchènes qui ont commencé à piller, viol collectif, à piller etc. un peu. Puis, viol aussi. Oui, sans doute du viol, mais il y a eu aussi qu'ils ont pillé des choses. Et ça, c'est le genre de truc qui nuit quand même terriblement, bien sûr. Oui, bien sûr. Évidemment. Et auprès de la population qui, elle, les accueille plutôt bien. Puisqu'eux, ils se sentent libérés, en fait. Le nombre annuel de morts des deux côtés, nous dit cet auditeur, est semblable aux entrées d'immigrés en France, comme le nombre annuel d'avortements d'ailleurs. Enfin voilà, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on se tue beaucoup à l'Est, mais on tue beaucoup à l'Ouest aussi avec ces avortements. Mon cher Dimitri, un autre auditeur, ce que le Macronistan fait, c'est du Goebbels, dit cet auditeur.
répéter le mensonge, il en restera toujours quelque chose. Ça ne marche pas toujours. Un récent sondage, là, pour tempérer un petit peu les 60% qui ont peur, justement, de la Russie de Poutine. Donc, un récent sondage sur RMC indiquait qu'en cas de guerre contre la Russie, attends, je pose la question à votre avis, le nombre de sondés qui refuseraient d'y aller. Je dis bien qui refuseraient d'y aller. Alors, écoutez, pour répondre à ça, moi, évidemment, je n'ai pas, la compétence, mais attendez. Ah, qui refuserait d'y aller? Qui refuserait d'y aller, à votre avis? Je vous disais, il y a 60% qui sont hostiles à Poutine. Je commenterai même cette question. Mais à mon avis, il y a 80% qui refuseraient d'y aller. 92. Ah bah oui, 92% qui ne voudraient pas y aller. Vous vouliez commenter la question? Oui, c'est qu'elle n'a pas de raison d'être. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas besoin d'y aller pour la bonne... Alors j'ai posé la question à un responsable politique russe, puisque j'en ai vu là. Et ils disent, mais c'est absurde cette histoire d'invasion. Oui, on n'est absolument pas foutu. Regardez, on n'est même pas foutu d'administrer l'Ukraine. À l'Ukraine, non, 20% du territoire, tout juste. Non, mais de toute façon, ils ne vont pas chercher beaucoup plus loin, sauf Odessa, bien sûr. Parce que là, c'est vital. Et puis parce que c'est des Russes. Mais sinon, bon. Mais non, c'est pas que ça. Il m'a répondu, pire, là, ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Il dit, mais de toute façon, là, il se trompe en pensant qu'on va refaire des guerres comme en 39-40, pas en 45. C'est que cette fois-ci, c'est un Bourrevesnik. Oui, bien sûr, c'est les missiles balistiques. C'est un Bourrevesnik et c'est 16 minutes. 16 minutes, il n'y a plus de France. Alors ça, c'est plutôt le Sarmat. Ouais. Bourrevesnik aussi. c'est plus bas. Oui, le Bourrevesnik, mais il y a 4 têtes nucléaires au moins. Donc ça vous couvre la France. Les trucs qui ont je ne sais combien de mégatonnes, c'est le Satan 2 et là ça détruit Paris, l'Île-de-France. Je ne sais même pas s'il y a besoin du Sarmat. Pour l'Angleterre, c'est Poséidon. Oui, pour les côtes. Le sous-marin qui va très très vite et qui crée un tsunami. Bon, pour la Californie et pour la Grande-Bretagne. Bon, bref, si vous voulez, il faut... Ça aussi, c'est drôle que ce ne soit pas pensé comme ça. Parce que, évidemment, ils ont besoin de justifier les énormes dépenses militaires qu'ils font. Qui portent tort, évidemment, à la Russie. Et à l'Ukraine aussi, puisqu'on oblige les Ukrainiens à continuer à se battre, alors que c'est ridicule, quoi. Et en plus... C'est totalement suicidaire pour la population européenne, ce qu'on disait tout à l'heure. Bien sûr. C'est suicidaire. Et on est en train de dépenser un fric fou pour des trucs complètement ridicules, que l'Allemagne redevienne la première puissance militaire de l'Europe. En plus, le militarisme allemand, ce dont on aimerait bien se passer. On est fou, quoi. Enfin, quand Mauriac disait qu'il adorait les Allemands et que c'est pour ça qu'il aimait qu'il y en ait deux, il avait quand même pas tort. Il y avait une petite expérience historique pour la France. À penser à ces choses-là. La France doit penser aussi au revers, quand même, par rapport aux autres puissances européennes, et notamment à l'Allemagne. Sans compter la perfide Albion, qui est là toujours pour nous foutre des bâtons dans les roues. Enfin, tel qui, aujourd'hui, génère tous les coups tordus. Ce qui est très intéressant, alors ça serait l'autre sujet, mais cette histoire de corruption au niveau du gouvernement ukrainien, là. Ce qui n'est pas nouveau, en vérité. Mais enfin là, le porte-monnaie de Zelensky, comme on dit, il s'appelait comme ça, le monsieur, c'est son adjoint le plus proche, qui était encore une sorte de producteur à ses émissions de télévision. À l'époque où il était acteur. Lorsqu'il était une vedette, et en Russie et en Ukraine, d'ailleurs. Et moi j'avoue qu'il y a des choses qui me faisaient rire. Pas le piano, mais le reste, ça me faisait rire quand même. Il y a des choses qui étaient pas mauvaises chez Zelensky. Bon, bref. Eh bien, cet aspect-là, c'est quand même un aspect, c'est visiblement les Américains qui sont aux commandes de la lutte anticorruption, entre guillemets. Ah oui. Évidemment. Oui, tout à fait. Mais ils s'opposent là aux Anglais. C'est très intéressant. Et alors nous, là-dedans, on est les dindons de la farce, c'est-à-dire nous, les autres Européens. Là, les Anglais et les Américains sont en train de régler leur compte par rapport à Kiev. Visiblement, les Américains, on peut déduire que eux, ils sont pragmatiques. Ils disent, cette fois-ci, ça a raté de démanteler la Russie. On va attendre une dizaine d'années
ils ont le long terme. Ils disent, bon, l'après-Poutine, on va voir comment ça va arriver à tourner. Et puis, on arrivera... De toute façon, ils n'ont pas renoncé à voler les matières premières de la Russie et à démanteler la Russie. Le fameux démantèlement, on en parlait la semaine dernière. On en parlait la semaine dernière avec Nicolas Taki sur le démantèlement qui est une volonté, entre autres, des néoconservateurs américains. C'est la constante et c'est ça. Et c'est vieux. La Rand Corporation a fait des cartes. Hein. Bon, bref. Dont ils ont plusieurs fondations. À côté de ça, bon là, ils se disent, attendez, on va arrêter de dépenser des sous, il vaut mieux qu'on fasse du business avec eux. Et de ce point de vue-là, les Russes ont répondu en envoyant un monsieur Dmitriev, Kirill Dmitriev, qui est un monsieur qui est young leader, et qui est dans l'équipe de Poutine, et qui négocie, qui était là aux États-Unis, là, pendant la semaine où j'y étais, là. Il était aux États-Unis, lui, il négociait avec Rubio, bien sûr, mais aussi avec des tas d'hommes d'affaires et tout. Et puis, il leur parle leur langage. Il a fait les mêmes études. Il a fait les études dans les universités américaines. Il est reconnu à Davos. Il est young leader, comme je l'ai dit. Et il a commencé à leur balancer le projet là, du tunnel sous le détroit de Bering. Ce qui est un truc... évidemment un peu sensationnaliste, etc. Une espèce de nouveau canal de Suez, mais qui est quand même très important parce que d'un certain point de vue, et ça serait amusant à réfléchir plus tard, c'est trop tôt maintenant, mais vous vous rendez compte que s'ils le font vraiment, ce tunnel, ça voudra dire que de la Terre de Feu à Lisbonne, on pourrait aller en voiture. Ça veut dire qu'on passe sur le continental. Ça veut dire que la puissance maritime anglo-saxonne, elle est remise un peu en cause. La socratie n'est plus... est-ce que les Américains accepteront ça ou pas ? Ça sera pas bon. Ça fait partie des réflexions de demain. Hein. Mais je trouve que c'est pas inintéressant quand même. Alors, une auditrice, une émission passionnante, le témoignage de Dimitri Koshko à la suite de son voyage en Russie est très intéressant. J'aimerais qu'on revienne un peu, parce que ça part un peu là dans tous les sens, sur votre retour de Russie et par rapport à ce qui peut être dit, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans cette émission, c'est de pouvoir contrebalancer tout le narratif des Français déjà, des médias de grand chemin dont on parlait, et ce que vous avez pu constater. Déjà, on se dit toujours, parce que quand même, vous dites même 200 000 morts côté russe. Est-ce qu'il y a des traces de cette guerre lorsqu'on est à Moscou, des blessés, des estropiés? Est-ce que ça, on le constate, on voit que ça... Vous qui en plus, vous êtes allé là 3 semaines. Bon, moi, quand j'y suis allé en mai, c'était la première fois de ma vie que j'allais en Russie. Vous y allez depuis des dizaines d'années, bien évidemment. Donc, est-ce que vous avez constaté des évolutions de ce type ? Alors, première évolution que je constaterai par rapport même à l'année dernière, il y a plus d'informations sur la guerre. Oui. C'est-à-dire dans les chaînes de télévision, les bulletins d'information, il y a toujours un sujet sur la guerre. Alors, c'est des témoignages, c'est des images de drones, c'est des images de chars, c'est des images quelquefois de toute la technique capturée, là, vous savez, qui sont après exposées dans différentes villes de Russie, etc. Donc, c'est des images de propagande, en gros, évidemment. Hein. Mais elles sont présentes. Alors qu'avant, c'était même pas à tous les bulletins. Hein. Alors, on avait un arrière qui oubliait totalement qu'il y avait la guerre, en fait. Hein. Là, on leur rappelle. On disait attention, hein, il y a quand même un danger. Ça se tend. Regardez ce qu'ils nous disent. Ils ont commencé à nous menacer avec les Tomahawks. Et alors là, je ne sais pas ce qu'il en est parce que j'arrive pas à le contrôler. Les Tomahawks, l'information est passée. Là, ils le prennent au sérieux. Toutes les informations passent. Enfin, mais en Russie, vous êtes mieux informés qu'ici. Non, mais vous disiez vous-même que par rapport à la France, il y avait un certain mépris finalement de ce qui pouvait être dit. Ils prenaient pas très au sérieux. Là, l'affaire des Tomahawks, ils le prennent au sérieux ? Je veux, oui, bien sûr. Non. Ils n'ont d'autant plus pris au sérieux qu'il semblerait, selon certaines sources. Ouais. Je fais très attention. Allez-y. Mais il semblerait qu'en fait, il y a eu un Tomahawk qui a été tiré sur Moscou, de telle façon que les Russes puissent l'abattre. Ils l'ont abattu. Donc, c'est-à-dire qu'il y aurait déjà des Tomahawks actuellement en Ukraine. Alors, attendez. Il se trouve que d'après cette information, que je ne confirmerai pas à 100%, hein, il semblerait que ça a été le jour ou le soir même
de la déclaration de Trump disant on va fournir des Tomahawks. D'accord ? Le Tomahawk a été tiré et abattu. Le lendemain, Poutine a déclaré nous avons le Burevestnik et le Poséidon. Oui. Le lendemain, Trump a dit on va pas livrer de Tomahawk. Ça colle. Ça colle. Donc il semblerait que c'était un petit peu dû il y a eu un petit essai sur le terrain pour voir. C'est le coup de poker. Hein. On voit un peu. C'est extrêmement dangereux quand même. Ils ont réagi. C'est très dangereux. Alors là-dessus, et attendez, encore plus dangereux. Moi j'ai demandé, est-ce qu'on sait d'où a été tiré ce Tomahawk ? Voilà. Et à votre avis, d'où ça peut être tiré ? Eh ben, ça dépend, parce qu'étant donné que vous avez très très peu de sol, s'il a été tiré d'un bateau ou d'un sous-marin américain, ce serait encore plus grave. Je ne sais pas. Ça a été tiré de Pologne. Ah, de Pologne. Et les Russes n'ont pas répliqué. Donc sol. Ouais. Ben, ils ont les... Pologne, les forces de l'OTAN, sur ordre des Américains. Ça ne peut être... C'est ce qu'a dit Trump lui-même. Il a dit les Tomahawks, l'ennui, c'est que c'est nous qui sommes obligés de les tirer. Donc ça voudrait dire une confrontation directe avec la Russie. Il a réagi à la déclaration de Poutine sur les Burevestnik et les... comment ça s'appelle ? Et les Poséidons. Et bien sûr, si vous voulez... C'est-à-dire, il y a des coups comme ça, alors on n'en sait rien de ça. Et je dirais, il y a autre chose. C'est que les Russes... On ne sait pas tant que ça tape ça, pas. les Russes ne l'ont pas dit. Hein. Au niveau de l'information officielle, les Russes ne l'ont pas dit. Et il y a des trucs qu'ils ne disent pas non plus, c'est le nombre de drones qu'ils abattent chaque nuit. On sait qu'il y en a énormément. Ils annoncent. Mais en fait, il y en a encore plus. Parce qu'ils ne veulent pas paniquer la population, ils ne veulent pas affoler la population. Mais ça veut dire quand même que l'effort au niveau otanien, notamment au niveau de nos impôts, est colossal. Oh bah oui. Parce qu'évidemment, envoyer des essaims de drones comme ça chaque jour sur la Russie, mais c'est fabuleux. Ça sert à rien en plus, pas à grand-chose. Ça tue quelques civils dans des villes de province ou près de la frontière. Ça aussi, ça a joué. Alors, vous me disiez, quelle évolution ? Oui, il y a une évolution de l'opinion publique aussi par rapport à la guerre, quand même. Ouais. Il y a deux évolutions que je dirais. Par rapport à la guerre. Même, par rapport à la guerre. Ouais. Avant, c'était plutôt... ça sera comme ce que je vous ai dit. Oui, c'est un mauvais moment à passer, mais tout va revenir comme avant. Et puis on est amis, on est frères, on est européens ensemble, etc. Là, ça devient quand même beaucoup plus serré. C'est les monstruosités qui ont été faites à Koursk lors de l'invasion de Koursk, là par les troupes mercenaires et otano-kieviennes. Et puis les images que publient les dronistes ukrainiens eux-mêmes, c'est des gamins, évidemment, qui font des jeux vidéo. Ils se rendent pas bien compte de ce qu'ils font. Ils ont publié sur les réseaux sociaux la façon dont ils tuent des petites vieilles. Le monsieur avec le chien, là, avec son drapeau blanc, c'est un droniste ukrainien lui-même qui l'a mis sur les réseaux sociaux. Il est content de lui. Mais vous vous rendez compte que ça a fait le tour de la Russie plusieurs fois, évidemment. Et les gens sont indignés par ça. À Koursk, ils n'ont pas cru quand il y avait les médias officiels russes qui ont dit qu'il y avait eu des monstruosités, etc. Bon, mais il y a eu les témoignages. Et puis là, les familles ont commencé à en entendre parler. Parce que les gens sont arrivés, ont raconté, les cousins sont là. Ça devient du bouche à oreille. Là, ça devient beaucoup plus crédible. Parce que là, c'est de la radio de cuisine, comme on dit à l'époque soviétique. C'est-à-dire, quand on en parle dans les familles, au niveau des cuisines, ou au niveau du Joum. Le Joum, c'est une déformation du mot Goum, qui était le grand magasin. Mais le Joum, c'est Gensky, c'est-à-dire le magasin universel féminin. C'est-à-dire les femmes entre elles. Alors là, ça roule. Hein. Et je peux vous dire que les tortures qui ont été faites, les assassinats qui ont été commis à Koursk, et puis ces dronistes qui tuent des gens, ça marche. Il n'y a jamais eu... D'ailleurs, au niveau des médias, ils ne parlent jamais d'Ukrainiens, ils parlent toujours des combattants ou des nationalistes ukrainiens, mais ils essayent d'éviter, parce qu'évidemment, la moitié même de l'armée russe, c'est des Ukrainiens. On évite quand même. Oui, les Ukrainiens du Donbass. Mais qui ont des noms de famille, mais pas forcément des noms de famille ukrainiens. Qui vivaient en Russie. Mais bien sûr, mais les familles sont mélangées. C'est une guerre civile, il ne faut pas l'oublier. On ne l'oublie pas. Et donc... Alors, si vous voulez, donc ça, il faisait très attention à ça. Mais maintenant, il y a beaucoup l'opinion que, bon, il y en a marre, il y a une lassitude.
Il y a une lassitude. Il y a une lassitude. Il y en a marre de faire la guerre avec une main dans le dos. Faisons comme les Israéliens à Gaza ou les Américains en Irak. Tapons, il faut taper fort. Des tapis de bombes, faut démolir. Kiev. Faut arrêter que Zelensky fasse le pitre avec des tas d'Européens qui viennent, qui font des déclarations. Il va sur le front. C'est ça, oui. On a l'impression qu'il est protégé. Il laisse faire. Alors, ça, il y a des Russes qui commencent à dire, il y en a ras-le-bol. Ah bah oui, on en a plein, Non, ça c'est Est-ce que les autorités ne répondent pas? Et qu'ils devraient y aller plus fort. Quel est le type de... Les autorités, elles répondent en disant que on ne peut pas faire comme à Gaza, parce que nous, on ne peut pas massacrer tous les Ukrainiens. Les Israéliens, ils bousillent les Arabes parce qu'ils n'aiment pas les Arabes, ils n'en veulent pas, et puis ils veulent nettoyer le terrain. Mais ce n'est pas le cas des Russes pour l'Ukraine. Ils ne peuvent pas, c'est eux-mêmes. Donc, ils ne peuvent pas faire des massacres de masse comme ça. Et puis, d'autre part, ils ont... il y a le manque de personnel, comme je le disais tout à l'heure. De toute façon, après, vous prenez... Bien évidemment. Quand vous commencez à massacrer les populations, après, vous en avez pour des siècles de souvenirs, de haine réciproque. Absolument. Il y en aura déjà. Il y en aura déjà. Ça, c'est certain. C'est évident. Malheureusement. Mais, en plus, vous avez je dirais la patience et la sagesse de Poutine et le côté sport de combat, et non pas justement poker et même pas jeu d'échecs. Mais c'est... lui, il attend le pourrissement politique de l'Ukraine. De ce point de vue-là, actuellement, l'histoire qui se passe avec la corruption et que les Américains semblent jouer le jeu de ce pourrissement, il n'a pas tort. Et en tout cas, c'est ce qui réplique, si vous voulez. Quand vous en dites ça aux officiels, ils vous disent oui, mais on peut pas les massacrer. On a de toutes les façons un manque d'hommes. Et puis, vous allez voir, les choses vont se pourrir d'elles-mêmes et ça coûtera moins cher et aux Ukrainiens et à nous. Donc, il vaut mieux laisser le temps au temps. Oui. Mais ça agace la population, hein. Ça agace la population, et il y a évidemment toute une tendance qui dit ras-le-bol, faut taper beaucoup plus fort. Mais ils veulent peut-être en finir aussi. Et en finir, mais c'est ça, en finir, il y en a marre. Ah oui. Il y en a marre. On peut pas bien voyager, on peut pas... Il y a toutes ces conséquences-là. Alors bien sûr que maintenant ils vont en Thaïlande, en Malaisie, à Dubaï, etc. Mais bon, c'est pas pareil, si vous voulez. Eh oui, bien sûr. Donc... concernant les réactions de l'opinion publique, et vraiment revenir peut-être une dernière fois sur moi, je me souviens quand j'y suis allé, il y avait encore, par rapport au fait d'être français, une approche qui restait très positive, parce que français. Dans l'opinion, je ne parle pas des personnalités politiques, de toutes les personnes qu'on a pu interviewer durant le voyage, où là, évidemment, ils tenaient un discours extrêmement sévère. Et c'est toujours le cas. Et je ne vois pas pourquoi ça changerait, d'ailleurs. Par contre, dans l'opinion, sur le simple moscovite, on sentait encore, pas que le moscovite d'ailleurs, un Français. On bénéficiait, ce qui m'avait énormément surpris d'ailleurs, encore d'une aura, d'une bienveillance. Oui, c'est le crédit culturel, oui. Ce crédit généreux. Non, mais on l'a toujours. On l'a toujours. Ça, on l'a toujours. Si vous voulez, la chose qui s'est peut-être un peu rajoutée, c'est qu'avant, effectivement, c'était le français, c'est Maupassant, Jodassin. Ouais. Bon, mais maintenant, c'est aussi les pauvres. Avec leur gouvernement. Ils ont un peu pitié. Ouais. Ils ont pitié de la situation. On les remercie de leur sollicitude. Mais comment vous laissez faire? Je les comprends. Vous êtes en train de dégringoler. Voilà, ça, c'est une situation qu'on a... Moi, c'est des remarques que j'ai entendues, si vous voulez, que j'aurais jamais entendues avant. Hein. Au contraire, même si vous y mettiez quelquefois une opinion pas aussi favorable qu'ils espéraient sur la France, ils vous disaient « Oh, vous exagérez ». C'était eux qui défendaient. Oui, qui défendaient. C'était marrant. Mais bon, maintenant, c'est... oui, bon, puis alors c'est toujours Maupassant, Jodassin, etc. Mais
Mais c'est aussi, les pauvres, mais pourquoi vous laissez faire ça, vous rendez compte, vous dégradez le pays, mais à Paris, à quoi ça ressemble? Alors en plus, ils ont une expérience de la dictature, évidemment, les Russes. Donc ils peuvent se dire, nous on pensait une chose, mais là-haut, au Kremlin, à l'époque de l'Union soviétique, on était mal représentés. Donc ils peuvent s'imaginer que c'est la même chose aujourd'hui en Europe. Et d'ailleurs, c'est ce que je pense. Hein. C'est une immense prison des peuples, cette Union européenne. C'est l'Union soviétique européenne. Mais la tendance, moi je pense que la tendance au totalitarisme est très présente dans la case de l'Union européenne. Et malheureusement, comme ils ont cette tendance fédéraliste là, à nier les nations européennes, eh bien, notamment, c'est une des raisons de la russophobie maintenue artificiellement, avec cet ennemi, soi-disant ennemi menaçant, qui est d'autant plus commode qu'il n'existe pas. Et avec la russophobie qui travaille, moi je pensais que c'était une vieille russophobie qu'on utilisait d'une manière conjoncturelle dans cet état de guerre. Et en fait, j'ai assisté à une conférence géopolitique où il y avait un européiste qui expliquait qu'en fait la russophobie était indispensable pour créer un patriotisme européen grâce à un dénominateur commun et un ennemi commun. Je vais en parler dans dans GPTV. Il se fourre le doigt dans l'œil. Mais c'est-à-dire, moi, très naïvement, j'avais objecté sur le fait que pour créer un patriotisme, il fallait de l'amour, au contraire, que de la haine, et non pas de la haine. Qu'il fallait un attachement à la terre, un attachement à la langue, à la culture. Mais ils ne peuvent pas générer de l'amour, ils ne savent générer que de la haine. Hein, c'est l'expression même du mal. Hein. L'ennui, c'est qu'il y a des précédents historiques, notamment l'unité allemande. Elle s'est faite non seulement sur les aspects romantiques et la langue commune. Moi, je veux bien Kant, Schiller, philosophique et romantique et autres, mais il s'est fait aussi sur la haine du slave. Alors, pas des Russes au début, parce que Bismarck était bien avec les Russes, mais malheureusement des Slaves de l'Europe orientale pour justifier la domination par les Prussiens et les Autrichiens de ces Slaves de l'Est de l'Europe. Et c'est là que ça a donné la notion d'Untermensch. Et quand les Russes ont basculé dans la catégorie des Untermensch, eh ben on est arrivé dans ce nouvel aliment de la russophobie. Et c'est malheureusement ce qui est utilisé aujourd'hui pour essayer de créer... Sauf que là, ils peuvent pas le dire. Ah bah si, ils le disent. Non mais l'antislave, ils le disent pas. On n'entend pas ça. On ne peut plus, comme à l'époque d'Hitler, où on a massacré, on le sait, des millions de Slaves, beaucoup plus que de Juifs. Là, ils en massacrent pas mal, 1 million d'Ukrainiens, dites donc. Oui, mais pas dans les camps. Je veux dire, il n'y a pas de discours de propagande anti-slave. Ça n'existe pas. Mais c'est russophobe. C'est pas anti-slave, c'est russophobe. Et c'est vraiment russophobe. Alors on nous dit, ah mais non, c'est contre Poutine, c'est pas contre là. Mais enfin, écoutez, on reproche quoi à Poutine? D'avoir attaqué l'Ukraine, le Donbass? Mais enfin... les Américains, ils ont attaqué l'Irak, ils ont attaqué la Libye, ils ont attaqué l'Afghanistan, ils s'apprêtent à attaquer le Venezuela, ils ont attaqué. On peut, depuis 45, vous savez le nombre de pays qu'ils ont attaqué? Et est-ce que, à cause de ça, on interdit des écrivains américains ou même des athlètes américains aux Jeux Olympiques? Est-ce qu'on interdit des athlètes israéliens? Non, mais à mon avis, aux Jeux Olympiques? La raison... Là, même les invalides russes sont interdits. Quand même. Oui, mais la raison, mais la raison, Dimitri, à mon avis, elle est plus eschatologique que anti-slave aujourd'hui. C'est plus la lutte du bien contre le mal. En tout cas, c'est dans l'esprit des globalistes. Oui, les Russes représentent le mal dans cette vision-là. Incarne le mal. Et ça c'est typique du racisme, de la discrimination, de l'anti... On se réclame du laïcisme, mais le laïcisme, pas au sens qui est souvent mal compris de l'anti-religieux, etc., comme ils le font, mais le laïcisme en soi, c'est logiquement permettre à chaque individu de pouvoir, grâce à ses mérites ou à ses capacités, de sortir, s'il le souhaite, de la communauté d'origine, que ce soit la communauté religieuse ou la communauté nationale. Et ça, c'est exactement le contraire quand on fait des discriminations sur une base nationale, raciale ou ethnique. Vous qui êtes président... alors justement, Dimitri, vous qui êtes président de Stop Russophobie, cette haine du slave que vous pouvez retrouver chez les Germains, vous ne pouvez pas la trouver en France. Alors ça vient d'où en France? Les Français détestent pas les Slaves, ça se saurait. Ça vient de deux choses. Ce que vous dites sur l'Allemagne est vrai. Oui. Mais... Non, mais c'est vrai. Non, en France, il y a heureusement pas ça. Non.
Heureusement pas ça. Non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. J'ai dit, à mon avis, la majorité de l'opinion, elle est quand même pas russophobe en France. Oui, heureusement. Vrai, et puis, ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point, il n'empêche qu'au niveau intellectuel et au niveau politique, c'est en France que la russophobie a été créée avec le faux testament de Pierre le Grand, créé sous Louis XV. Par, c'est vrai, un Polonais et un Hongrois. Bon, mais ça a vachement bien marché, ce faux testament. Le testament de Pierre le Grand, soi-disant, qui consistait à vouloir conquérir toute l'Europe. Ce qui était totalement faux. Hein. Mais ça a été prouvé qu'en 1879 que c'était faux. Vous vous rendez compte? Et ça a été utilisé par Napoléon pour justifier sa campagne de Russie, qui, de la page et demie du faux testament, a fait 500 pages dans un bouquin. Et après, ça a été repris par les autres. Ça a été repris par les Anglais, notamment par M. Palmerston, c'est-à-dire après la victoire contre Napoléon, qui en voulait notamment à Alexandre Ier, le tsar, d'avoir sauvé la France et d'avoir empêché les Anglais et les Prussiens de démanteler la France comme ils le voulaient. C'est les Russes qui ont empêché ça. Notamment parce que peut-être Alexandre Ier avait la culture française, avait tout ça, et puis il avait peut-être des remords par rapport à l'assassinat de son père, Paul Ier, qui lui était un francophile, etc. Bon, on va pas s'enfoncer dans toutes ces histoires-là, mais c'est très important tout ça. Hein. Alors moi, je reste dubitatif sur alors à moins que ce soit inconscient, ça c'est possible, cette haine du slave, mais dans un monde qui est devenu complètement mondialisé, cosmopolite, je dirais que ça ne peut pas être un ressort de leur haine. En tout cas, affiché et expressément et consciemment, hein, la haine des Slaves. Ça ne peut être que sous-jacent. Le sous-jacent, c'est c'est le sentiment de condescendance vis-à-vis du russe. Alors oui, ça existe, on le voit bien. Ces bandes de crétins considèrent qu'ils sont tout juste bons à utiliser des chameaux ou des ânes pour des trucs comme transporter le matériel militaire. Même au niveau quotidien, parce que les Russes c'est un peu comme les Allemands par rapport aux Français. On les perçoit comme un peu plus lourdeaux, plus difficiles. Vous voyez, et c'est plus rugueux en tout cas. Voilà, et c'est des aspects qui sont dans l'inconscient quand même, qui sont restés. Mais c'est pas très grave, ça, c'est normal, c'est des différences qu'il peut y avoir. Ça, il y a des différences. Mais bien sûr, et ça s'assume. Mais quand ça devient... Comme on va dire que les Anglais sont hypocrites, ou que les Français sont superficiels. Bon, on pourrait en dire aussi autant des Français, des Britanniques, que des Russes, si on voulait rester sur l'écume des choses. On arrive dans les trucs de discrimination et des généralisations sur une base ethnique ou nationale ou religieuse. Et c'est ça qui est dangereux. Et moi, c'est ça que je reproche, c'est qu'à la limite, soi-disant au nom de défense de valeurs de l'Union européenne, je parle pas d'LGBT tout team, hein, mais ça, c'est des valeurs fondamentales quand même. La contre-discrimination, le contre-racisme, la laïcité aussi, puisqu'ils s'en réclament tant. Et pourtant, on joue de la russophobie pour essayer de construire une espèce de patriotisme totalement artificiel pour nier. Et là, on retombe dans du Jean Monnet. Pour nier les nations. Oui. On n'aime pas le fait que les Espagnols se sentent Espagnols, les Français Français, les Allemands Allemands, les Polonais Polonais. C'est sûr. Vous vous rendez compte ? Oui. Et là, on se sert de la russophobie pour ça. Eh ben, il faut pas tomber dans le panneau. Bah, évidemment. Il nous reste une dizaine de minutes. Il y aura des annonces. Évidemment, le quatrain de Michel Dumas, mais je vous le réserve pour tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter de ces enseignements que vous avez pu tirer de ce voyage en Russie, qui va à rebrousse-poil surtout, parce que profitons de ces émissions grâce à vous, chers auditeurs. Avec l'aide que vous apportez à votre chère radio, il y a possibilité d'avoir un discours qui soit alternatif au discours. Si c'est pour répéter la même chose que sur les chaînes d'infos en continu et dans les grands médias, ça n'a pas de sens. Radio Courtoisie est là justement pour exprimer quelque chose qui en plus vient du concret, de ce qui est observable et non de ce qui est le produit de la propagande. Donc qu'est-ce que vous avez envie encore dans les 10 minutes qui restent, Dimitri de Kochko, à nous dire justement sur la Russie sur les enseignements de ce voyage? Alors, je dirais qu'il y a des choses qui ont quand même changé, puisqu'on a commencé par les aspects économiques, il y a, alors c'est évidemment les déclarations sur
sur la catastrophe économique et sur la description d'une réalité soviétique des années 70, c'est évidemment absurde. Mais c'est vrai qu'il y a des difficultés économiques en Russie, notamment créées sans doute à l'initiative des Occidentaux, par l'intermédiaire d'une espèce de 5e colonne. En tout cas, c'est comme ça que le soupçonne une partie du personnel politique russe, qui l'exprime. Oui. Qui l'exprime. Vous l'entendez à la télévision, ça. Hein, c'est des discussions qui ont lieu. Les seuls qui parlent pas trop à la télévision, c'est la banque centrale, Ouais. qui essaie d'éviter de s'expliquer. Ceci dit, il vaut peut-être mieux qu'il y a parfois qui s'expriment, parce que quand on voit les banques centrales françaises qui s'expriment... Non mais bon, c'est important, c'est technique, logiquement, et puis c'est eux qui sont décisionnaires quand même là-dessus. Ils ne devraient pas d'ailleurs. Oui, oui, c'est aussi un des problèmes. Pourquoi est-ce que Poutine, ça c'est un reproche qui lui est fait à Poutine. Non, je comprends. Parce qu'il ne faut pas croire, c'est pas du tout une dictature où les gens ne reprochent rien à Poutine. La preuve. Alors évidemment, les carriéristes au niveau de la haute fonction publique, ils vont pas dire le contraire de Poutine, parce que ça c'est embêtant pour leur carrière. Parce que nous, en Europe, on n'a pas le droit de dire du mal de la BCE ou de la Banque de France, hein, en France ou en Europe. Ce qui montre que le totalitarisme n'est peut-être pas là où on croit. Hein. En tout cas, vous pouvez écouter ça à la télévision, même les chaînes d'État. Hein, vous pourrez entendre la critique sur la politique de la Banque centrale, sur la limitation de la masse monétaire aussi, notamment. Tout est là. Alors oui, les difficultés sont là, et donc des entreprises éprouvent des difficultés pour obtenir des crédits pour arriver à relancer leur production ou à l'étendre, y compris des boîtes chinoises qui ont fait rentrer beaucoup de stocks et qui n'arrivent pas à les écouler, notamment au niveau des outils, des machines-outils et des choses comme ça. Ça, j'ai des témoignages. Bon, ça c'est... Alors, d'autre part, les Chinois qui ont remplacé les Occidentaux, hein, notamment chez Renault pour l'automobile. Oui. Alors maintenant, vous voyez plein de voitures chinoises, c'est sûr. Alors, les voitures chinoises, on en a ici. Alors elles en jettent, hein, quand vous les voyez. Elles sont énormes aussi. C'est des gros 4x4. C'est des gros trucs, avec des gros écrans. J'ai remarqué que les moscovites aimaient bien les très gros 4x4. C'est un grand pays. Non, mais c'est comme les Américains. Oui, c'est comme ces pays vastes. Ouais, les Américains, c'est pareil. C'est vrai. Plus le territoire est vaste, plus les voitures sont grosses. Ah, vous avez plus de place. Alors, mais ceci dit, il y a des critiques. Moi, j'ai demandé à pas mal de gens qui s'en servent de ces nouvelles bagnoles chinoises, ces voitures chinoises. Ils disent, ah oui, mais alors, l'obsolescence programmée, là, ça marche à plein. Oui. Ou bien, quand on ferme les portières, ça fait pas le même bruit que les Renault. C'est pas de la grosse BM ou de la grosse Mercedes. C'est ça. C'est pas la qualité de BM et de Mercedes. Alors, BM et Mercedes vont peut-être plus pouvoir travailler puisqu'ils ont plus d'énergie, ils sont plus compétitifs. Mais il n'empêche, les voitures chinoises, elles en jettent. Mais, et puis elles sont clinquantes. Puis à l'intérieur, il y a un grand écran, il y a des machins, des tas de boutons. Mais au bout de 25 000 ou 100 000 kilomètres, ça commence à poser des problèmes. Surtout dans les conditions difficiles de la Russie, quand même. Alors les routes ont été très, très améliorées. Mais le climat est quand même là, même si c'est adouci. C'est incontestable, il s'est beaucoup adouci. Et il n'empêche. Vous voyez, donc il y a des conséquences comme ça. Hein. Il y a des changements comme ça. Des choses qu'on peut constater quand on le vit au quotidien, quoi. Au niveau de l'alimentation, des vêtements, de tout ça, non, je dirais même qu'il y a des choses qui sont même plus accessibles qu'avant. Notamment, par exemple, en matière de vêtements. Ah oui. Oui, parce qu'il y a plus d'occasions, parce que... Et puis il y a tout le marché chinois, on parlait de Shine et compagnie. C'est ça. Énorme. Il y a un truc qui s'appelle Ozone, qui est la boutique par correspondance, donc l'équivalent que nous avons ici, qu'il ne faut pas citer puisque ce serait publicitaire. Oui. Mais enfin bon, voilà quoi. Donc il y a ça, et puis les gens commandent par Internet. La société est très numérisée, à mon avis un peu trop. Moscou est trop construit, ça me déplaît parce que je trouvais que c'était bien quand même, il y avait beaucoup d'espaces verts avant Moscou. Oui. Maintenant, les espaces verts, il y en a encore. Mais pour quelqu'un qui a connu le Moscou d'avant, je vous jure qu'il y en a beaucoup moins. Il se trouve que cette fois-ci, j'ai été dans Moscow City, que j'essayais d'éviter comme la peste avant. Alors c'est la défense en plus défense, quoi. C'est pour des gens de notre génération, avec tout ce côté numérisation, et puis le côté ces énormes tours, alors qui sont magnifiques hein, d'un point de vue technique. C'est des tours assez impressionnantes, faut bien reconnaître. Mais c'est insupportable, quoi. Moi, je peux pas vivre dans un truc comme ça. Enfin, mais c'est chacun son goût, comme on dit. Et je pense que les nouvelles générations
vont se faire à ce genre de cité. Qu'est-ce que vous voulez faire ? On n'y peut rien. Nous, on aime bien la campagne, mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Mais c'est comme ça. Donc là non plus, ça continue. Il y a des constructions qui continuent. Moscow City, ils en rajoutent encore. Bon, voilà. Donc voilà, le climat général, il est à ce niveau-là. Mais il y a des difficultés. Oui, il y a une augmentation des prix, incontestablement, notamment à cause justement des fluctuations du rouble dans une certaine mesure et des difficultés à l'importation, sans doute. Les sanctions, elles ne sont pas très sensibles, si ce n'est justement pour les voyages. Alors voilà, maintenant les agences de voyage, on a appris, je ne sais pas si vous savez, on ne peut plus avoir les visas multiples. Maintenant, il faut demander pour chaque... Pour les Russes. Les visas multiples, c'est pour les Russes. Oui, mais vous pouvez avoir des visas en Russie. Oui, alors on limite le plus possible. Enfin, on le sait, puisqu'il n'y a pas d'avion direct. Il faut passer par des escales, mais oui. Non, mais ils ont... Alors, ils ont fait une limitation pour les étrangers. Donc, il y avait eu ces histoires de messagerie. Alors, je vous ai dit qu'ils ont créé Max, qu'ils devraient appeler Marc. Et Marc. Ouais. Et puis qu'en fait, ils s'appellent Max quand même. Mais il semble que cette messagerie souffre d'une... qui est très bien, on entend très bien et tout, ça c'est pas le problème, je l'ai essayé moi. Mais après, elle est cryptée aussi mais oui, mais il y a des amis qui m'ont dit, oui mais attention, elle a été faite un peu trop rapidement et du coup il y a des bandits déjà qui sont arrivés à casser les codes et à s'emparer de... Quand vous l'avez installé sur votre téléphone, ils risquent de vous piquer les numéros de compte bancaire si vous avez votre banque sur le téléphone. Donc voilà. C'est vrai que cette multiplication de l'escroquerie, on en parle beaucoup, je sais. Lara Stam qui fait tous les vendredis dans la matinale de Géopolitique Profonde une chronique sur l'actualité internationale vue de Russie et l'actualité vue de Russie, nous a parlé déjà dans une émission de toutes ces multiples arnaques qui sévissent en Russie, dont vous nous expliquez donc que ça vient un peu d'Ukraine, et puis des pays parrains de l'Ukraine, et on ne les connaît que trop, on sait d'où viennent ces arnaques. Je ne le dirai pas, parce qu'on va encore m'accuser de non, mais en Russie, il y en a aussi, des arnaqueurs. Oui, mais on sait aussi d'où viennent, de quel type de pays viennent aussi souvent ces arnaques financières, et qui les aide. J'en dirai pas plus. Bon, c'est comme ça. D'autre part, non mais bon, du coup, ça donne des réalités comme ça, quoi. Donc par ailleurs, du coup, il y a beaucoup plus de voyages à l'intérieur de la Russie. Les gens redécouvrent un peu leur pays. Il y a du coup un équipement hôtelier et autres qui s'est fait dans le pays alors qu'il existait très peu, au niveau touristique notamment, au niveau des transports. Encore une fois, avec les limitations à l'investissement dues au directeur. Là aussi, ça a joué. Il n'empêche que les routes, moi j'ai vu, c'était reconstruit. Le réseau routier, c'est fabuleux maintenant. Maintenant, vous allez en voiture assez facilement, soit en Crimée, soit dans l'Oural, voire en Sibérie. Avant, c'était une épreuve. Les routes étaient quand même, surtout à la mauvaise saison et au changement de saison, c'était quand même une épreuve. Maintenant, c'est très faisable. Et ça va même assez vite. Il y a un changement de vie. Je dirais, l'atmosphère générale, c'est pour ça que je vous le disais, a tendance à être plus simple parce que les gens restent sur l'idée que ça s'améliore. Alors que chez nous, on a le sentiment que ça se dégrade. Ça, c'est je dirais, une différence fondamentale. Elle est fondamentale, oui. Tout à fait fondamental. Alors, allez, il faut terminer. On arrête là pour cet aspect-là, si vous le voulez bien, mon cher Dimitri, parce qu'il y a plusieurs choses. D'abord, évidemment, le quatrain de Michel Dumas, comme chaque émission du livre journal de Géopolitique Profonde. Éternelle Russie que rêve de piller tant de mafias athées qui ont tant gaspillé, Madone de Kazan par Dieu estampillé, viendra mettre à genoux nul t'ayant houspillé. Merci Michel Dumas pour le quatrain de la semaine. Alexandre Jourbine, compositeur américano-russe qui se produit, voulez-vous en dire un mot, mon cher Dimitri, salle Cortot à Paris dans le 17e, à 20h soir. C'est une page culturelle qui n'a rien à voir parce que mais 30 secondes. Il est américano-russe, mais c'est un compositeur qui a été très connu. Voilà, on l'a appelé le Léonard Bernstein russe. Et aujourd'hui, c'est lui qui a fait le premier opéra rock en Russie. C'est lui qui a fait des opérettes. Absolument.
Absolument. Des symphonies, des concertos, et il y aura un concert ce soir, unique, pour fêter ses 80 ans. Il a voulu passer à Paris. Ça sera à la Salle Cortot. On peut prendre des billets sur place, ou bien alors regarder @sallecortot.fr ou sur place, 78 rue Cardinet, dans le 17e. Voilà, à 20h. Eh bien, merci beaucoup pour cette passionnante émission, mon cher Dimitri, qui ont laissé d'ailleurs nos auditeurs avec beaucoup moins de questions que d'habitude, parce que je pense qu'ils écoutaient, pas religieusement, mais très attentivement tout ce que vous aviez à nous dire, et qui change un peu de l'information, en effet, des médias de grand chemin. Merci, chers auditeurs, de votre écoute. Maintenant, place à Mike Borowski, vous l'attendez, il est là avec son invité. Eh bien, je lui laisse avec plaisir le micro, et je vous souhaite à tous une excellente journée sur Radio Courtoisie. Merci. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Le patrimoine que vous avez accumulé toute votre vie ne servira bientôt plus à rien. L'euro numérique arrive dans moins de 5 ans, et avec lui toutes les futures mesures liberticides. L'impossibilité d'épargner, de consommer librement. Si vous ne voulez pas ce futur pour vous et votre famille, Géopolitique Profonde a développé une solution pour vous, la lettre confidentielle. Cliquez sur le premier lien en description pour la découvrir. Ne laissez pas vos élites vous enfermer dans le communisme 2.0.